Les sanctions qui ont été mises contre l'Iran ne l'ont pas empêché de se rapprocher de l'acquisition de la bombe atomique. Là, les derniers avancements apparemment vont dans ce sens-là, c'est ce qu'on peut lire dans la presse en tout cas. Et il y a eu une escalade de la violence aussi avec la Russie, et on peut d'ores et déjà estimer qu'avec la Chine, ça sera un affrontement certainement militaire, peut-être autour de Taïwan. Bonjour pour cette première de l'Instant M. Alors cette émission n'est pas la mienne. Sachez que l'Instant M, c'est l'émission de l'invité. Et aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle. Des invités qui nous éveillent à la conscience. Des invités qui sont trop rares, justement. Et parce qu'ils sont rares, ils sont précieux. Qui nous font connaître les enjeux du monde, les enjeux de pouvoir. En l'occurrence, toutes les questions liées à nos libertés individuelles, à la souveraineté des États, aux maîtrises des technologies informatiques, par ailleurs à l'espionnage économique. Aujourd'hui, ce n'est pas des bribes, c'est une pensée imprimée, écrite. Alors j'ai la chance de vous faire connaître aujourd'hui une très belle personne qui nous a donné la chance de faire connaître un remarquable ouvrage, brillant ouvrage, qui est facile d'accès. Alors ce livre, c'est l'affaire Swift, d'Héloïse Benhamou. Je vous dis, avant de vous la présenter, juste le sous-titre, parce que je tiens compte des remarques bienveillantes que certains auditeurs, auditrices m'ont faites. Et c'est l'émission d'Héloïse Benhamou aujourd'hui. Comment un programme secret d'espionnage des données bancaires est devenu l'instrument clé de l'impérialisme américain, menaçant la paix dans le monde. Cet ouvrage vient après celui-ci dont on en parlera en fin d'émission, Kleptocratie française, comment les dépôts bancaires, cotisations sociales et avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques. Eh oui, ça va chauffer. Eh oui, la parole est à toi, Héloïse Benhamou. Vraiment, c'est un bonheur de te recevoir. Merci beaucoup, Morad, et merci aux spectateurs qui regardent l'émission également. Je suis très heureuse de pouvoir venir parler de ce livre. Eh ben, nous en sommes tout autant ravis. Qui plus est, tu m'as donné des sueurs froides. Hein. Je me demandais si j'allais avoir assez de post-it. Donc c'est assez impressionnant. Mon livre n'est pas très épais, mais je pense qu'il y a l'essentiel sur ce sujet-là qui mérite d'être exposé parce qu'il n'y a pas eu encore d'enquête qui a été faite sérieusement sur le sujet. Donc pour expliquer un peu ce que c'est l'affaire Swift. Qu'est-ce que Swift ? Swift, en fait, on en a un peu entendu parler dans l'actualité concernant les enjeux avec la Russie, quand il y a eu les problèmes avec l'Ukraine, puisqu'on en a entendu parler en termes de sanctions économiques, mais on n'a pas vraiment eu d'enquête pour savoir ce que c'était que Swift, comment ça fonctionnait, parce que si Swift intervient dans un cadre de guerre pour faire des sanctions économiques, ça mériterait quand même qu'il y ait une enquête sérieuse qui soit faite sur le sujet. Donc c'est l'acronyme, je rappelle, ceux qui nous écoutent, de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, et c'est une société belge qui a été fondée en 1973. Tout à fait. Donc la firme est une coopérative qui siège en Belgique, évidemment. Et en fait, au départ, c'est venu d'une volonté du système bancaire de partager une compétence en commun en bénéficiant des révolutions qui se passait à cette époque-là en matière de révolution des réseaux de télécommunications. Parce qu'on le sait, ce qui compte pour les banques, c'est que l'argent puisse circuler sur des réseaux sécurisés et aussi le plus rapidement possible. Donc ça a développé un système de messagerie au service des établissements bancaires. Exactement. Donc les établissements bancaires ont poussé à la création de Swift et à son développement, qui a été un petit peu long au départ et finalement... dans les années 90, Swift est devenu la plus grande concentration de données bancaires mondiales. Oui. Donc c'est toutes les firmes du monde entier qui font appel à Swift. Donc c'est un système de messagerie qui bénéficie des avancées techniques en matière de réseaux de télécommunications
Et en même temps, ce qui est très important de comprendre avec Swift dans les développements qui vont nous occuper par la suite, c'est que Swift propose aussi des standards pour l'industrie, et notamment par exemple pour des choses qui pourraient parler simplement aux auditeurs, c'est qu'on appelle souvent le code BIC qui se trouve sur les relevés d'identité bancaire, le code SWIFT. Ça fait partie des standards qui sont aussi gérés, on va dire, par Swift et qui permettent d'identifier tout le monde au sein du système international. Fascinant. Donc en réalité, ils contrôlent quasiment tous les échanges internationaux. C'est dans ce sens-là que Swift, devenant la plus grande base de données mondiale, les informations qu'elle détient, que détient Swift, revêtent une importance de plus en plus cruciale. Ah oui, mais dans ce que j'ai cru comprendre, c'est que pourquoi, parce que mettez l'accent là-dessus, pourquoi les attentats du 11 septembre 2001 vont transformer Swift justement en outil de guerre économique et de politique au service des États-Unis. Parce que jusque-là, Swift se développait assez rapidement. Et ce qui va se passer après les attentats du 11 septembre, donc pour rappeler, c'était les attentats terroristes contre les tours du World Trade Center le 11 septembre 2001. Assez rapidement, l'administration américaine, qui est alors menée par George W. Bush, va mettre en place un cadre de surveillance. Et on se souvient que la principale cible à l'époque de l'administration américaine était Oussama Ben Laden. Et c'était Oussama Ben Laden parce qu'il était le sponsor financier du terrorisme international. Et là est venue toute une idéologie, une manière de concevoir la politique étrangère des États-Unis qui allait avoir besoin d'accès aux informations bancaires et financières pour cartographier les réseaux terroristes dans le but de les démanteler. Et à ce moment-là, même si ça germait un peu dans l'idée des services secrets américains depuis les années 90, à ce moment-là, ils vont se rapprocher de Swift pour mettre la main sur les informations que détient Swift, pour intégrer en fait ces informations dans la stratégie américaine de sécurité nationale et de vouloir démanteler les circuits à l'étranger, alors que ce soit les circuits de terroristes ou les circuits mafieux. Alors, mais la question qui vient, c'est pourquoi, quelque part, le scandale de ce contrôle met-il tant de temps à être découvert? Parce que même s'il paraît légitime de s'attaquer au terrorisme ou aux mafias, je vous renvoie aux révélations du New York Times et l'indignation des Européens, je crois que ça en 2006, alors qu'ils ont opéré tout ça dès 2001. Oui, donc en fait, tout ça s'est mis en place. Il y a eu un certain nombre de réseaux qui ont été démantelés. Il y a environ 350 personnes qui ont été arrêtées aussi. Et l'administration américaine a commencé quand même à mettre en place sérieusement une task force, c'est-à-dire il y a eu une véritable montée en puissance du renseignement financier au sein de l'administration américaine suite à cela. Et tout ça s'est passé en secret. Parce qu'au départ, et c'est ce que explique très bien le sous-titre, c'est qu'au départ, c'était un programme secret. Et il a fallu attendre 2006 pour que les Européens, en particulier, parce que, donc, comme on l'a dit, Swift était une entreprise belge en plus, découvrent que la société collaborait avec les services secrets américains. Ça a posé un énorme problème en matière de liberté individuelle notamment. Il y avait aussi un précédent avec les États-Unis concernant l'Europe, c'est que les Européens venaient de découvrir qu'ils étaient sous surveillance déjà, avec Échelon, tout à fait, alors que le programme datait quand même d'assez longtemps. Et il y avait des enquêtes qui avaient été menées dans le cadre d'Échelon pour savoir à quoi servait l'espionnage américain, pourquoi les sociétés européennes étaient surveillées, etc., etc. Et il devait y avoir, un peu à la veille du 11 septembre, une décision qui devait être prise au niveau de l'Union européenne pour arrêter la surveillance américaine. Et finalement, les attentats du 11 septembre vont mettre tout ça sous le tapis. Et il va y avoir un accord qui va être entériné, l'accord SWIFT, SWIFT 2, parce que ça a été un petit peu houleux. Les négociations, mais un accord va être conclu entre l'Union européenne et les États-Unis pour officiellement que les États-Unis puissent avoir accès aux données détenues par SWIFT et en faire usage. Et à ce moment-là, en fait, l'information bancaire, la donnée bancaire va devenir une véritable arme géostratégique au service de l'impérialisme américain.
Donc j'explique au début dans le livre donc, toute cette montée en puissance du renseignement financier, comment est-ce que ça s'est opéré, parce que c'est difficile de résumer. Mais vous avez le temps, c'est votre émission. Oh, c'est ton émission. Donc tu as le temps. Donc ça a été une véritable montée en puissance d'une volonté affirmée des États-Unis qui, c'est vrai qu'ils avaient une tradition dans le domaine de l'espionnage, de poursuivre, en utilisant vraiment la donnée bancaire comme un instrument de pouvoir et de conquête. Justement, tu peux nous dire à nos auditeurs, quels sont les organes de pouvoir américains qui sont les plus actifs dans cette affaire, puisque tu évoques la création d'un bureau de la lutte antiterroriste et du renseignement financier. Voilà, qui s'était passé qui a été créé en fait avant que l'Union européenne ne donne son accord pour qu'ils exploitent les données, parce que c'était en 2006, mais finalement ils avaient déjà institutionnalisé ça chez eux en 2004 avec la création de ce bureau, donc destiné à lutter contre le terrorisme et en même temps à faire du renseignement financier. Donc on comprend déjà qu'il y a un mélange des genres qui se produit entre ce qui pourrait relever d'une volonté légitime d'un État à se défendre contre le terrorisme ou les narcotrafics ou d'autres choses. Et en même temps, le renseignement financier qui est suffisamment flou pour qu'on puisse y intégrer suffisamment de choses et que finalement, on ne puisse plus trop faire la distinction entre ce qui relève de l'objectif sécuritaire de ce qui relève de l'espionnage économique, effectivement. Et alors, ce qui est vraiment passionnant dans cet ouvrage, vraiment que invite vraiment nos auditeurs à lire. Pour le coup, Héloïse, là où tu m'impressionnes, c'est que vraiment, tu te situes au-dessus de ces débats d'idées du moment, même dans la dissidence, parce qu'il y a quand même une nouvelle forme d'impérialisme, car aucun autre pays n'aurait pu, j'ai envie de dire, s'arroger un tel pouvoir. Alors, la question qu'on se pose tous en t'écoutant, là, c'est quoi? Quels sont les attributs, quelque part, de l'impérialisme américain? C'est quoi? C'est SWIFT, plus Internet, plus le dollar? C'est une sorte de triade impériale, effectivement, qui se joue entre l'utilisation qui est faite de la donnée bancaire à travers SWIFT, des réseaux de télécommunications, donc Internet qui est devenu le premier réseau mondial et qui est sous gouvernance des États-Unis. C'est important de le depuis le la rappeler. fin des années 90. C'est important de le rappeler. Ça joue énormément, même on le voit dans l'actualité, c'est un enjeu de pouvoir Internet et les États-Unis l'utilisent pour dominer et capter des applications d'Internet qui, donc on revient toujours à ce qui est de l'information en termes de rapport avec le pouvoir, mais on a vu récemment avec TikTok, avec Telegram aussi, que le rapport de force en fait entre l'administration américaine et les utilisateurs ou les détenteurs d'applications sur Internet n'est pas... je veux dire qu'ils sont en mesure de faire appliquer leur volonté sur toute la planète. On l'a vu avec TikTok et avec, comme je disais, Telegram par exemple. D'ailleurs, je vais citer cette phrase qui est dans mon livre parce que... Cite-toi, n'hésite pas. Enfin, la phrase n'est pas de moi. D'ailleurs, ça vient du responsable de l'organisation qui gère le Internet aux États-Unis, on va dire le système d'adressage. Au lendemain du 11 septembre... Donne la page à ceux qui vont... c'est la page 209. Voilà. Donc, qui est le président de l'ICANN. Le 11 septembre est notre jour saint, le premier jour d'une guerre juste pour préserver notre société libre, multireligieuse et démocratique, et peu importe que cette guerre coïncide avec le Ramadan, Noël, Hanouka ou l'anniversaire de Bouddha, la chose la plus respectueuse et la plus spirituelle que nous puissions faire maintenant est de combattre jusqu'à ce que justice soit faite, en disant un petit peu plus loin, comme il s'agissait de la gouvernance d'Internet, que toutes les personnes qui sont gestionnaires d'un registre de noms de domaine ou de serveurs ne sont plus en train de gérer un ordinateur dans un placard et que des personnes importantes vous regardent, des gens qui ont la capacité de vous nationaliser du jour au lendemain si vous ne faites pas tout votre possible pour rendre Internet plus sûr. Alors vous entendez, chers auditeurs, là, Héloïse nous amène sur un terrain tout autre de la réalité. Il ne suffit pas de dire si on aime Trump ou pas, on y reviendra un peu plus tard. C'est quoi l'impérialisme américain? Et donc,
ça m'amène au chapitre 5 du livre, page 85, sur la liste noire du Washington. Alors moi, je suis éberlué, parce qu'on a le Bureau de la lutte antiterroriste et du renseignement financier qui tient une liste noire des ennemis des États-Unis. Alors, ce qui est quand même assez fascinant, cette liste s'appelle, l'acronyme c'est SDN, je traduis en français, liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées. Là, on rentre vraiment dans une nouvelle ère. Alors, la question qui se pose, c'est comment la donnée bancaire, enfin, nos données bancaires, est-elle devenue l'instrument de la politique de sanctions contre certains États ? Je veux dire, les standards de SWIFT... Exactement. Donc, en plus d'être le système de messagerie par lequel il faut passer pour pouvoir faire les transactions à tous les niveaux, de toute façon, soit national ou international. En plus, donc SWIFT avec ses standards, c'est-à-dire que ça permet d'identifier les personnes, de les individualiser. Et finalement, la donnée bancaire, donc comme on le disait, avec la vision de conquête impérialiste que mènent les États-Unis, et effectivement, comme tu le rappelais très bien à juste titre, c'est que, encore une fois, quelle que soit l'alternance du pouvoir, ils utilisent tous les outils de l'impérialisme américain. Donc on a parlé d'Internet assez brièvement, mais il y aurait aussi beaucoup à dire là-dessus. Je développe tout ça dans mon livre de toute façon. Et aussi du dollar, qui est un instrument coercitif extrêmement redoutable au sein du commerce international parce que ça oblige les firmes à se mettre en conformité. C'est-à-dire que lorsqu'une personne ou une entreprise est identifiée dans la liste noire de Washington, les entreprises du monde entier, que ce soit des entreprises bancaires ou des entreprises du secteur des industries, du secteur privé, des grandes, des petites, etc., tout le monde est obligé de se mettre en conformité. Parce qu'on l'a vu sinon avec le cas par exemple de BNP Paribas, qui est resté certainement le plus grand signal pour la communauté qu'il fallait exécuter les décisions de Washington. L'Iran. Exactement. Donc, en ayant violé l'embargo qui avait été émis depuis les États-Unis, a payé une amende record de 9 milliards aux États-Unis. Ça a été très déstabilisant pour la banque et on voit qu'il n'y a pas de contre-pouvoir à ça. Même l'une des banques les plus importantes d'Europe n'est pas en mesure d'échapper à ce système de surveillance et à cet impérialisme américain. Et je pense que les États d'Europe sont parmi les principales cibles en fait, du renseignement financier américain, parce qu'on le voit par rapport à toutes les amendes qui ont été émises jusqu'à maintenant, l'Europe est principalement concernée. Mais c'est ce qu'on découvre vraiment dans ton livre, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Les États-Unis, maîtres du monde, c'est pas un vain mot. Et ce que j'ai trouvé assez incroyable dans le chapitre précédent sur l'impérialisme décomplexé 2.0, quelles sont les principales cibles des États-Unis dans cette guerre de conquête impérialiste, justement, que tu décris si bien, 2.0 ? Alors ça évolue parce qu'il y a un peu de tout finalement ça se met en place pour lutter contre des réseaux effectivement mafieux, mais ça peut aussi toucher des entreprises étrangères, donc comme on l'a dit, soit parce qu'ils ont versé des pots de vin ou parce qu'ils ne respectent pas les embargos qui ont été mis en place par les États-Unis. Et ensuite, je pense que alors, moi, j'ai rencontré aussi de faux positifs, c'est-à-dire des personnes qui avaient été identifiées à tort. C'est là aussi où le système est extrêmement dangereux et il concerne tout le monde. Il concerne tout le monde, peu importe où on se trouve. Bah, tu parles à un moment, alors c'est le chapitre 7. Alors ça, c'est très intéressant quand tu parles du cas iranien. L'hybris du pouvoir. Qu'est-ce que tu entends par l'hybris du pouvoir ? Enfin, on voit contre l'Iran et d'autres pays, là... Est-ce que tu peux nous en dire davantage, justement ? Le cas iranien constitue clairement un point de bascule dans l'expression de cet impérialisme américain. C'est fascinant. Puisque c'est la première fois qu'un pays entier est exclu de SWIFT. En 2012, oui. En 2012. Donc ça concerne évidemment toute la population iranienne, ça concerne les entreprises qui travaillaient avec l'Iran, ça concerne des avoirs qui ont été gelés pour la Banque centrale iranienne. Et ça montre que finalement, ça s'est passé au départ avec la volonté de certaines personnes, on va dire, certains intérêts du pouvoir profond. Tu les appelles les lobbyistes. Oui, voilà, qui ont fait pression sur l'administration, mais finalement, ça va quand même. L'Amérique a quand même un peu ses bêtes noires de l'axe du mal depuis longtemps. Oui, donc parmi eux, il y a James Woosley, qui est l'ancien directeur de la CIA, quand même. Oui, tout à fait.
qui est un personnage très important dans la construction de cette dynamique. Oui. C'est souvent on va dire des personnages un peu de niveau intermédiaire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des présidents de la République qui ont mis en place ce système, c'est plutôt des fonctionnaires de niveau intermédiaire, mais qui ont une grande responsabilité et qui ont beaucoup œuvré pour permettre à ce système de se développer. Il y a Holbrooke et Wallace, qui sont les anciens ambassadeurs aux Nations Unies des Américains. T'as Dennis Ross, qui était l'expert au Proche-Orient. Tout à fait, oui. C'est pas anodin comme personne, mais il y a aussi un autre cas d'école, c'est le cas d'école de la Russie qui était justement à la recherche d'une solution alternative. Pouvez-vous nous en donner les principaux aspects, et notamment avec la création du SPFS. Ouais. Parce que là, les Russes, pour le coup, ils ont essayé de faire quelque chose. C'est-à-dire que ce soit les cas d'école comme l'affaire de BNP Paribas ou ce qui s'est passé avec l'Iran, ça alerte quand même la communauté internationale et je pense particulièrement les pays qu'on dirait non alignés de la menace qui pèse et qui est devenue permanente. Parce que les effets collatéraux sont immenses concernant les sanctions. Ça ne concerne pas seulement les personnes ou les entreprises ou les pays qui sont ciblés, ça va impacter tout le commerce mondial. Parce que les entreprises, par exemple dans le cas de l'Iran, qui avaient l'habitude de commercer avec l'Iran, par exemple les entreprises automobiles européennes et françaises. Il y a Total, il y a Renault. Voilà, même si les marchés concernent des centaines de millions d'euros, ils sont obligés de se retirer par peur d'être sanctionnés. Oui, c'est assez fascinant. Parce que le passage sur l'hybris du pouvoir, où tu exposes si remarquablement le cas iranien, pose question sur ce réel moyen du vrai pouvoir qu'ont les États-Unis, quoi. Parce que ça s'est si peu traité, et dans nos médias mainstream, et même je vois dans la dissidence, les gens ne voient pas du tout cet aspect que tu exposes, mais de manière si détaillée. C'est en plus un livre vraiment qui est énormément sourcé, mais justement, je viens à une autre question que se posent probablement nos éditeurs, c'est est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il est selon vous une mauvaise copie de SWIFT, le cas d'école? Oui, ça c'est dans le cas pour répondre sur la Russie. Sur la Russie, oui. C'est que ces alertes ces alertes à l'égard de la communauté internationale et puis cette escalade avec le cas iranien ont poussé les pays non alignés à essayer de trouver des alternatives pour échapper à ces systèmes de domination mondiale. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les attributs de l'impérialisme américain, Internet, le dollar et SWIFT, sont de dimension systémique absolument mondiale. Et la Russie a commencé à développer un système qui s'appelle le SPFS pour essayer de contourner les sanctions de SWIFT. Et ça, c'est un sujet très important pour avoir une compréhension des enjeux. C'est que le réseau de télécommunications joue un rôle crucial dans ces développements. Et ça va aussi jouer un rôle crucial pour pouvoir en sortir. Et finalement, la contrainte aujourd'hui à laquelle sont confrontés les pays du Sud global, on pourrait dire, en tout cas, je ne pense pas non plus qu'il faille voir ça d'une manière uniforme, c'est la contrainte technologique qu'il faudra pouvoir dépasser. Tu cites d'ailleurs au début de l'ouvrage nommé M. Louis Pouzin. Tout à fait, oui. Que je crois savoir tu connais. Oui. Et c'est fascinant, il a tout vu avant tout le monde. Voilà, c'est un génie, c'est une personne absolument formidable. Incroyable. D'humilité. Oui, souvent les génies... oui, c'est remarquable. C'est incroyable, hein, cet ingénieur français qui est inventeur des datagrammes. Voilà. Et je fais un petit crochet parce que dans ce que tu viens de dire, justement, lui, il parle suite à une invitation de la reine Elisabeth II. Je me demande, je ne sais pas s'il a été déjà reçu par un président français, mais quand on sait que la reine Elisabeth II, c'est souvent l'étranger qui promeut nos talents, oui. Il avait transmis ce message, je puis me permettre de le lire, que tu cites dans ton ouvrage tout au début. Ceci n'est pas le fin mot de l'histoire, la technologie continue à se transformer et par conséquent Internet se doit aussi de le faire. Nous avons besoin de nouveaux projets ambitieux pour que les jeunes ingénieurs cherchent des solutions plus flexibles aux défis du monde de demain. Pourquoi je me permets de le citer? Parce que, comme tu viens citer le cas de la Russie, de ces pays qui
se solidarisent, qu'on va nommer les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Oui. Et aujourd'hui, d'autres États les rejoignent. Justement, j'y reviendrai après là-dessus, parce que pour bien connaître un peu cette dynamique des BRICS, c'est quoi, en gros, pour toi, Héloïse, les forces et les faiblesses de la montée des BRICS? Justement, c'est ce défi technologique qu'il va falloir réussir à surmonter. Et aujourd'hui, le fait que Internet soit sous domination américaine est un énorme défi pour les pays non alignés à relever. Et donc, comme tu l'as justement évoqué avec Louis Pouzin est l'inventeur de, ça parlera peut-être pas forcément aux auditeurs, mais c'est un système qui a permis les développements et qui a été implémenté dans Internet, qui s'appelle les datagrammes. Et pour lui, aujourd'hui, il faudrait conserver, en quelque sorte, pour faire court, les datagrammes, mais sans le TCP/IP. Il faudrait pouvoir le contourner, en fait. Donc, il y a des personnes qui travaillent sur ces questions-là aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les développements d'Internet, et particulièrement dans les années 90, concernant la problématique de la gouvernance d'Internet qui s'est posée, les pays non alignés étaient quand même très absents des débats et des développements d'Internet. Et aussi, l'Amérique a développé une industrie autour d'Internet avec Microsoft et des géants de la tech. On le voit aujourd'hui, et de toute façon, il domine clairement la Chine pourrait commencer à rivaliser avec Huawei, par exemple, mais je pense que globalement, ça fait partie des défis à relever, et je ne suis pas sûre que justement, un pays qui voudrait s'opposer technologiquement aux États-Unis va être pris pour cible. Et c'est déjà le cas de la Chine. Alors, c'est quand même assez fou, parce que, bon, c'est vrai que le Sud global que tu décris si bien, dans le cadre on a compris, la dédollarisation, avec l'éventualité montée du yuan, mais il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est que tu évoques à un moment dans ton livre la démondialisation du monde. Est-ce que tu peux l'expliquer, ça ? C'est-à-dire que le système qui a été mis en place, cet impérialisme américain, évidemment, provoque des réactions. Et dans les réactions auxquelles on est en train d'assister, les économies sont en train de se replier sur elles-mêmes. Parce que, par exemple, on l'a vu avec la Russie, une fois que vous êtes pris pour cible par les États-Unis, que votre banque centrale, les avoirs sont gelés, qu'on vous empêche de commercer, et bon, beaucoup d'autres choses qui vont avec, effectivement, il faut penser à des solutions de repli, parce que c'est une guerre économique. Aujourd'hui, la Russie est le pays au monde qui subit le plus grand nombre d'embargos. C'est incroyable. C'est fascinant. Oui. C'est la continuité de l'Europe. C'est d'autant plus incroyable que c'est là où je dois dire après, une anecdote, parce que ce que les gens doivent mesurer parmi ceux qui nous écoutent, c'est que tu pars de cette explication de ces programmes secrets d'espionnage qui, de prime abord, il est question des libertés individuelles, de la lutte contre le terrorisme, des souverainetés des États-nations, on va envie de dire. Et on arrive à la maîtrise des technologies, et puis d'un seul coup, ce qui est fascinant, en raison de cet espionnage économique, en raison que les Américains, et Trump l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est peut-être là où on doit se poser la question, c'est véritablement notre ami, sur le fait qu'il s'en prendrait à tout pays qui jouerait contre l'hégémonie du dollar. Tout à fait, oui. Donc c'est une phrase qui est passée inaperçue, quand bien même moi j'ai pu apprécier Trump dans son combat contre le wokisme ou le trafic d'enfants. J'ai eu lors de son premier mandat, à travailler dans ce sens avec ses équipes concernant les questions du trafic humain. Mais là, merci Héloïse, quoi. J'ai pris une claque. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais à plusieurs reprises, ça vient dans ton livre, tu parles des risques pour la paix mondiale. Et qu'est-ce que tu entends par guerre froide numérique ? Qu'est-ce que... Tu parles des infrastructures physiques du pouvoir qui sont éventuellement en danger. Quelles sont leurs vulnérabilités ? Alors, je te pose peut-être un peu trop de questions d'un coup, mais dans un premier temps, est-ce que tu peux parler des risques pour la paix mondiale ? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, en réalité. Oui, mais il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. D'abord, concernant l'administration de Trump, Trump a déjà eu un premier mandat et on a vu qu'effectivement, il utilisait quand même les infrastructures de l'impérialisme américain, ses outils, pour manœuvrer.
on l'a vu contre l'Iran quand il s'est retiré de l'accord sur le nucléaire. Ça a eu des conséquences extrêmement dommageables pour les Iraniens, et encore une fois, par dommages collatéraux. Par exemple, la Chine qui doit s'approvisionner en pétrole auprès des Iraniens. Donc c'est toute l'économie, pas seulement de l'Iran, mais aussi d'autres nations qui est fortement impactée. Donc ça, c'était c'est un homme de coup de théâtre qui fait de la politique comme il fait du business, mais qui ne perd pas de vue les possibilités pour lui de nuire pour défendre certains intérêts économiques. Je dirais pas l'économie forcément de toute l'Amérique, peut-être certains intérêts économiques, ou en tout cas, l'Amérique a ses bêtes noires. Et malgré les négociations qu'il y avait eu sur le nucléaire, Trump s'est retiré alors que l'Iran s'attendait à récupérer 1000 milliards qui étaient bloqués à l'international suite aux sanctions. Donc c'est extrêmement conséquent en fait. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on a une telle vision, presque, d'ailleurs elle est mensongère, mais via les médias mainstream, on ne parle jamais de ces questions. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et là, c'est pour ça que je vous invite encore une fois, je vous inviterai pas régulièrement à acheter beaucoup de livres, mais franchement, faites l'acquisition de cet ouvrage, il est vraiment remarquable, parce qu'elle a pris le temps, et moi-même, vraiment, je t'en remercie, parce que je crois à la doctinurance, on doit toujours apprendre, comme disait en pâté bas, Swandi anda anda, si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras, et je te remercie 1000 fois, Héloïse, de m'avoir permis de m'élever dans ma conscience, puisque et en fin de compte, Trump, ça va être résumé à ça, son mandat. Oui. Parce que tu parles de guerre froide numérique. Oui, c'est ça. Et donc, c'était d'abord pour répondre sur la première partie par rapport à ce que tu disais. Donc, ça a été le cas avec l'Iran. Ça a été le cas aussi, un cas très significatif, c'était le cas de Nord Stream, qui a été saboté économiquement avant qu'il y ait l'événement qui soit arrivé par la suite sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il a été détruit. C'est que, alors qu'il restait que 150 km à construire, l'Amérique de Trump a fait des sanctions contre les entreprises qui étaient chargées de construire le projet. Allemande aussi. Il y avait énormément d'entreprises, notamment européennes. Françaises. Tout à fait, oui. Et c'est pas notre copain. C'est pas notre copain, il défend des intérêts. C'est American First, pour le coup. Mais vraiment First. C'est grâce à toi, j'ai découvert que c'est une guerre de conquête, en fait. C'est ça. Complètement. C'est une guerre de conquête, de marché, de ressources géostratégiques, d'emprise de pouvoir. C'est ce qui est en train de se jouer en réalité, mais on n'explique pas les choses comme ça parce que, évidemment, je sais pas, il faudrait qu'il y ait des enquêtes qui soient menées sur ces sujets-là, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à me lancer dans cette réflexion, j'ai dû me tourner un peu vers la presse anglo-saxonne. Oui, principalement, parce qu'en France, il n'y a quasiment rien. Non, il n'y a rien du tout. Et puis, refaire la chronologie des événements beaucoup, et ensuite des analyses. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas voir la politique américaine comme la politique d'un autre pays. Aucun autre pays dans le monde n'a cette hégémonie, ce rayonnement, ce pouvoir de nuisance aussi, de destruction, et cette impunité, parce qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir en fait devant l'impérialisme américain aujourd'hui. Il n'y a rien qui se dresse devant l'impérialisme américain, et même cette union des BRICS ou du Sud global, pour l'instant, malgré on peut parler de statistiques, de PIB, de démographie, etc., mais sur le plan technologique, technique, et sur les capacités à s'émanciper du système, visiblement, il semble qu'il soit encore en retard. Alors c'est marrant parce que j'avais comme invité Stéphanie Gibault, qui a fait un travail exceptionnel, première lanceuse d'alerte en France, reconnue par le défenseur des droits, et qui a pointé du doigt le fait que les Américains faisaient signer des accords à tout le monde et c'était les seuls qui ne les signaient pas. Typique. On parlait de l'accord sur le nucléaire. Voilà, l'extraterritorialité de droit américain, ce qui est arrivé à BNP Paribas par ailleurs. Mais quelque part, j'insiste là-dessus, quoi. Je veux dire, les infrastructures physiques du pouvoir, elles sont réellement en danger. Donc on est bien, justement, c'est bien de ça dont il s'agit, puisque finalement, ne pouvant se défendre, comme il ne faut pas se défendre, il va y avoir de plus en plus de tensions
à l'égard des centres infrastructurels du pouvoir. C'est les centres physiques, parce que le pouvoir, c'est pas seulement chez César et puis c'est tout. Non, donc il y a des centres de pouvoir. Donc on a parlé les serveurs racines d'Internet. Et donc tout ça va commencer à être attaqué, les câbles sous-marins. Oui. D'ailleurs, je vais dire quelque chose. J'étais il y a une dizaine de jours en Normandie. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une panne d'Internet sur toute la Côte Fleurie apparemment. C'était le réseau d'Orange qui était touché et c'était impossible de faire des paiements. Et donc tous les commerces se retrouvent désabusés parce qu'ils disent bon, on va prendre des chèques, mais finalement les gens n'ont plus de chèques. Et donc... et plus de cash. Internet, plus de cash, impossible de retirer de l'argent au distributeur. Déjà. Et on va croire que la banque va dire vous servez où parce que ça ne se passera pas comme ça. Mais c'est pour dire qu'une panne d'Internet aussi pourrait survenir. Internet est extrêmement attaqué de l'intérieur. Il y a des câbles qui sont sectionnés, on l'a vu en fin d'année dernière. Un truc incroyable, c'est qu'on avait vendu une société de technologie de souveraineté française. Bon, on l'a récupérée depuis concernant nos câbles sous-marins. Mais c'est quand même assez incroyable quand je t'écoute là et quand je lis le livre. Il n'y a aucune prospective politique, il n'y a aucune volonté dans ce pays, à part des faux débats sur la Légion d'honneur de Marlène Schiappa, qui excite un peu tout le monde. C'est voulu. Hein. Oui, mais c'est ça qui est dingue. C'est que moi, je vois autour de moi des copains qui s'époumonnent. Alors, il y aurait deux camps, les islamo-gauchistes, les droitards israélisés. Enfin, ils se bagarrent comme des abrutis, et je le dis et je l'assume. Alors que, réveillez-vous, hein, ça se passe un niveau au-dessus. Tout ça, c'est rien. C'est du faux débat, c'est des fausses colères. Et là, ce qui se pose comme question, c'est qu'il n'y a pas de politique d'anticipation, il n'y a pas de prospective. Alors, ça donne encore davantage la main aux Américains, et c'est à se demander si nos politiques, au fait de ça, parce qu'il y a forcément des notes du renseignement, et j'en sais quelque chose, sur le plan militaire, il n'y a rien. Je veux dire, là, tu nous expliques brillamment ce qui se passe sur la côte normande, et puis en plus de ça, on a des politiques qui justement ne nous permettraient pas de nous sauver en cas de crise. Par exemple, le fait qu'on interdise l'argent liquide, ça pose quand même problème face à une politique extrêmement numérique. Tout à fait. Et tu évoquais la vulnérabilité. Moi, j'ai une question à te poser qui m'interpelle parce que tu parles effectivement des briques et des BRICS. Alors, je vais dire aux gens qui nous écoutent une petite anecdote que je trouve passionnante. Comme le savent la plupart, parce que je l'ai rendu public, j'étais un des rares Français à inviter une réunion majeure des BRICS à Saint-Pétersbourg. Il y avait eu, au niveau mondial, c'est une réunion qui s'est faite avec 9000 personnes. Donc je ne pense pas que la garantie, la sécurité des débats internes. Mais là où je me suis retrouvé avec Maria Zarakova pendant pratiquement 3 jours, vingtaine de conseillers de chefs d'État. Et là, je t'avoue que j'ai pris une claque en lisant ton livre. Et je me suis même posé des questions assez troublantes, tant tu es une autodidacte née, parce que tu es le nez très fin dans cette histoire. Nous, dans le cadre d'une réunion qu'on peut qualifier secrète, c'est un grand mot, puisque de toute façon, tout a été rendu public, parce que moi, c'était dans le cadre de la préparation du sommet des BRICS à Kazan, qui a eu lieu au mois d'octobre. Donc, c'était 2 mois plus tôt, 3 mois plus tôt, et comme les Russes avaient la présidence des BRICS à ce moment-là, les Russes avaient étaient ceux qui allaient proposer un plan. Donc, j'évoque pas tout, mais il y a au moins, là je suis tombé des nues, un quart de ce sur quoi on a discuté, de ces questions extrêmement pertinentes, extrêmement souveraines, extrêmement techniques, que j'ai retrouvé dans ton livre. Je me dis, mais attends, t'étais pourtant pas à la réunion. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je peux t'assurer que je vais faire une note sur ce livre. C'est déjà fait. Et je vais l'envoyer à qui il faut. Mais je me suis dit, mais c'est impressionnant, quoi. Tu as décelé... profitez-en, hein, parce que tant qu'elle ne travaille pas pour la DGSI, je t'invite surtout pas à travailler pour eux. Ça risque pas. Voilà. Petit clin d'œil franchement, cette question, elle se pose, elle est capitale, elle est au cœur de ton livre. Vraiment, tu es une belle personne pour nous donner à connaître
Merci, Morad. la réflexion que tu as produite, vraiment. Et il y aura dans cette émission, je ferai le maximum pour vous, chers auditeurs, d'inviter des belles personnes et des écrits qui méritent d'être connus pour éveiller, je le répète encore une fois, nos consciences. Donc, est-ce la fin de la domination américaine par l'émergence d'un monde multipolaire, ou la domination américaine qui va à nouveau s'accentuer? Et là, à te lire, écoutez bien, à lire cet ouvrage où de manière posée et consciencieuse, tu nous amènes à quelque chose qui est un affrontement mondial inéluctable. Et c'est effectivement la question qu'on est obligé de se poser après cette enquête, parce qu'il y a d'une part l'inertie. L'inertie, même si on voit des pays qui essayent de s'entendre pour servir de contre-pouvoir, mais qui sont quand même aussi, je dis un peu dans le livre, mais tout ça c'est des sujets que je développe, un panier de crabes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entente harmonieuse non plus entre chacun de ces États. Et rien ne dit que si demain la Chine, par exemple, parce qu'on sent que la Chine a une volonté émancipatrice à travers la technologie, à travers voilà, tous les changements qui se passent actuellement, de parvenir à rivaliser avec les États-Unis. Je pense que la Chine va être de plus en plus attaquée. Elle a déjà été d'ailleurs par Trump, qui est très ouvertement très critique à l'égard de la Chine. On a vu encore là concernant le Covid que les révélations du virus qui viendrait de Chine, etc. Il y a eu aussi un cas, je crois que c'était en décembre 2024, de logiciels qui avaient été installés sur les ordinateurs du département du Trésor américain, qui justement gère toutes ces opérations-là. Donc on verra comment ça va se passer sous Trump. Et les États-Unis ont dit que le logiciel était un logiciel espion. Un logiciel espion qui viendrait de Chine ou de pays soutenus par la Chine, sous-entendu donc la Corée du Nord. Oui, mais c'est incroyable. Donc tout ça sont des éléments qui vont être... déjà, c'est des drapeaux rouges qui montrent qu'il y a quand même une espèce de bête noire avec la Chine et qu'il y a une volonté de saisir ces... Malheureusement pour l'Amérique, ça, c'est des opportunités en fait. Énorme. Voilà, c'est des opportunités, comme on l'avait vu avec le ballon chinois, c'est des opportunités d'attaquer la Chine sur le plan économique. Et ce qu'il y a derrière la sanction économique, c'est de l'escalade sur le plan militaire. Les sanctions qui ont été mises contre l'Iran ne l'ont pas empêché de se rapprocher de l'acquisition de la bombe atomique. Là, les derniers avancements apparemment vont dans ce sens-là, c'est ce qu'on peut lire dans la presse en tout cas. Et il y a eu une escalade de la violence aussi avec la Russie, et on peut d'ores et déjà estimer qu'avec la Chine, ça sera un affrontement certainement militaire, peut-être autour de Taïwan. Et ça va être une escalade de violence si les pays non alignés n'arrivent pas à s'émanciper de l'impérialisme américain, en effet. Quand je lis ton livre, effectivement, j'ai des choses que je sais que je ne peux pas rendre publiques. Et puis qui plus est, qu'est-ce que je peux rendre public dans un environnement tel qu'il existe aujourd'hui, même à travers ce qu'on appelle la soi-disant dissidence. Quand je vois la pauvreté des débats, quand je vois la pauvreté, j'ai envie de dire, intellectuelle, quand je vois la pauvreté humaine, qui sont incapables de promouvoir, j'espère qu'ils vont changer en tout cas, à partir de cette émission, des ouvrages tels que le tien, parce qu'il faut vraiment qu'on passe une autre étape. On est dans un autre monde. Alors, c'est vrai que beaucoup disent « Oh, mais le monde a changé parce que c'est l'intelligence artificielle. » Mais en vrai, tu donnes le cœur. Tu donnes le cœur qui est... Puis il n'y a pas d'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on appelle ça intelligence. C'est juste traitement de données de masse. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est de la donnée bancaire pour en faire une arme de guerre économique. On a tous des données bancaires, on a tous une identité numérique entre guillemets bancaire. Et donc, en réalité, les Américains, leur impérialisme et leur menace, elle est là. Et quand je lis ton livre, il n'y aura pas la paix du monde. Et c'est quand même incroyable. C'est qu'on devrait préparer, même en France, les Français à convoquer une politique qui soit une politique d'émancipation par rapport à ce qui est en train de ce qui se passe déjà depuis des années. Et là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris, en réalité, ça a été le clou dans le cercueil, que nos hommes politiques étaient cooptés par les États-Unis pour que jamais, jamais les Français puissent être au courant de la gravité, de la soumission que nous allons à leur endroit.
et à tous les niveaux. Mais un point important, il est vrai que j'en ai souvenir lointain, il y a 4-5 ans, j'avais fait une étude et puis des fiches que j'avais transmises aussi au ministère des Affaires étrangères français, que de temps perdu, j'ai envie de dire. Oui, quand on voit le recrutement. Bon, je me permets. Mais les Français le pensent tout autant. Qu'il fallait absolument se concentrer sur la zone Pacifique, d'autant plus que nous étions le deuxième pays qui avait la puissance maritime, l'étendue maritime mondiale, même la France. Bon. Quand on voit aujourd'hui qu'on est incapable d'exploiter cette richesse, même au niveau des câbles sous-marins, je tiens à le rappeler, tu l'évoquais tout à l'heure, j'arrive à un point où des choses qu'on m'a révélées arrivent. Et en l'occurrence, les gens ne mesurent pas suffisamment non seulement cette confrontation, mais que tu expliques brillamment, parce que pour ceux qui veulent vraiment comprendre, à ce choc terrible qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, mais en plus, ce qu'on comprend, c'est que les Américains vont tuer l'Europe, vont tuer le marché européen. Je pense plus que ça. Je pense que l'Europe est une des cibles privilégiées des États-Unis, mais qu'ils ne l'affrontent pas justement de manière directe. Ça se passe toujours de manière à ce que l'Europe et surtout son industrie, ses entreprises, soient des victimes collatérales. Mais par exemple, on m'a dit de toute façon, Trump n'attaquera pas la Chine parce que la Chine ne représente que 15% du marché américain. Et je dis mais si, justement, parce qu'on l'a vu par exemple c'est l'Europe qui est visée derrière ça. On l'a vu par exemple pendant la crise du Covid, c'est que tous les médicaments sont fabriqués en Chine. Tout ce qui vient d'Europe est fabriqué en Chine. Donc émettre des sanctions, si Washington émet des sanctions demain contre la Chine, l'impact sur le commerce mondial va être colossal. Pas que pour l'Europe, mais je pense que l'Europe est une des cibles privilégiées, et je vais dire aussi pourquoi, mais ça c'est quelque chose que je ne développe pas forcément dans le livre. Enfin, tu subodores, tu subodores pas mal de choses. Quand on sait des choses et qu'on gratte un peu, on se dit, bon, Héloïse... Non, ce que je veux dire, c'est qu'en plus, particulièrement en France, il y a énormément de découvertes qui concernent la 4e révolution industrielle qui ont été inventées ou co-inventées en France. Et comme tu disais tout à l'heure, concernant les pouvoirs politiques successifs de toute façon, on l'a vu avec Louis Pouzin et l'invention des datagrammes, eh bien, l'administration, l'État français, n'a pas permis à ces génies de passer de l'invention à l'innovation. Ce que savent faire les Américains, par contre. Oui, très fort. Enfin, en même temps, en s'achetant les ingénieurs français. Exactement. C'est pour ça que j'en viens à ça. C'est que, par exemple, donc on l'a vu avec Internet et les datagrammes, parce que ça va être l'enjeu bientôt, c'est de trouver un système, et c'est ce sur quoi a travaillé aussi beaucoup Louis, jusqu'à maintenant, enfin, c'est d'utiliser les datagrammes, mais pour en faire un réseau indépendant de TCP/IP, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. La batterie à lithium-ion aussi a été co-inventée en France. Oui. Et finalement, c'est aussi un génie, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui s'appelle Rachidi Azami, qui a inventé ça en France. Et à l'époque, ça servira jamais à rien, la batterie. Pour faire. Donc il a attendu, et c'est finalement Sony qui a utilisé sa batterie dans les Walkman et qui faisait fabriquer les batteries en Chine. Donc les Chinois ont développé le savoir-faire. Et l'impression 3D aussi a été co-inventée. Enfin, il y en a plein comme ça, la commande vocale. Enfin, il y a énormément de... Les semi-conducteurs, c'est principalement Taïwan. Ça sera l'enjeu, ouais. En tout cas, voilà, il y a eu beaucoup des inventions de la 4e révolution industrielle qui ont été inventées ou co-inventées en France. Et je pense que cette force qu'il y a en Union européenne qui pourrait permettre de rivaliser avec les États-Unis est prise pour cible, oui. Moi, je le vois comme ça. Et ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que Trump ne cache pas qu'il veut rapatrier aux États-Unis, justement, on évoquait ce qui manquait, les entreprises américaines qui fabriquaient en Chine, il veut absolument les rapatrier aux États-Unis. Il veut aussi absolument développer le domaine des semi-conducteurs. Donc on se demande s'ils vont peut-être pas... C'est là où tu veux rajouter quelque chose ? Je te laisse terminer, vas-y. Et encore une fois, on voit que, par exemple, la France,
l'Europe est aux abonnés absents, c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient accepté d'être enterrés vivants, j'ai envie de dire. Oui, renoncement. Renoncement total. Mais ce qui est très intéressant... Et puis il n'y a pas d'élite, on dirait, je dirais même pour... C'est renoncement même intellectuel parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'est pas promu des questions vitales telles que tu poses dans ton ouvrage. Quoi. Des enjeux de sécurité internationale, de politique, d'économie. L'espionnage économique, c'est quand même assez hallucinant. On a quand même des présidents successifs. Si on avait additionné le nombre de technologies de souveraineté qu'ils ont vendues aux Américains, principalement, pas tant que ça les Chinois d'ailleurs, en fin de compte, on se paupérise technologiquement. Et forcément, il en ressort un débat intellectuel vicié et on voit les débats politiques, de quoi il est traité. Et c'est pour ça que ce qui va m'intéresser aussi, parce que nous avons la chance d'avoir Héloïse Benamou avec nous aujourd'hui, je voudrais aborder ton premier, mais je voulais qu'on en parle en deuxième partie, parce que pareil, il est passionnant. Alors, je vous renvoie à nouveau à ce livre, l'affaire Swift. Vraiment, après avoir lu ce bouquin, c'est vrai qu'on se pose des questions sur la notion de la paix dans le monde. Mais c'est incroyable, ce bureau américain qui gère pratiquement toutes les transactions internationales, et comment on est surveillé, comment il y a cette guerre secrète. Ça fait froid dans le dos et beaucoup de gens pensent que leurs informations bancaires sont privées. Vous allez tomber des nues. Franchement, à lire. Et alors j'insiste vraiment sur le fait qu'il est, le mot facile, j'aime pas, mais c'est d'accès, voilà, c'est d'un très bon niveau. Vraiment, Héloïse, merci d'avoir fait le pari de nous l'avoir rendu accessible parce que effectivement, c'est très sourcé, c'est didactique. Voilà, c'est un excellent livre de chevet. Pour ceux qui ont l'ego surdéveloppé, le dimanche, franchement, on vous mettra en bout de table. Vous serez le pour le coup. Et là, je voudrais qu'on aborde un deuxième ouvrage qui est le premier qui est sorti, que tu as fait paraître. Parce que je trouve qu'il y a un fil conducteur entre les deux. Alors, kleptocratie française. Alors, je voulais rappeler en début d'émission, c'est assez fou parce que en lisant ton livre, c'est quand même un livre qui est assez implacable pour les banquiers et les politiques, parce que là, pour le coup, tu parles de nos cotisations sociales et c'est fou. Mais c'est hallucinant. Allez, c'est pour ça que j'ai la tenue Bikers. C'est que ça décoiffe parce qu'on découvre dans ce livre que nos cotisations sociales enrichissent des banquiers étrangers qui ont pris, mais vraiment qui ont pris le contrôle de la France. C'est hallucinant. Et en plus de ça, ce qui est fou, et ce qui rend ton livre d'autant plus riche, c'est que contrairement à des gens qui traitent ce sujet, toi, de par ta formation aussi dans le monde de la comptabilité, tu sais lire un bilan. Donc pour le coup, tu nous donnes vraiment à voir la réalité des choses et comment, franchement, les avantages sociaux des Français sont volés. Mais les gens vont devenir fous. Déjà, le premier... Il y a de quoi devenir fou, parce qu'on est dans l'hypocrisie absolue, en fait, concernant ces questions. Alors justement, ma première question, si je puis me permettre, mais je pense que... vu que tu es déjà dans une dynamique, je pense que tu es capable de répondre. Tu allais déjà me répondre à ma question avant même que je l'ai posée. Que voulez-vous ? Elle a du talent. Voilà. Donc, la question que je te pose, c'est la suivante. C'est quel a été justement ton fil conducteur entre les informations révélées dans ton premier livre, Kleptocratie française, et l'affaire Swift. Je veux dire, moi j'ai pensé à l'affaire, tu en parles, l'affaire Kerviel. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que, quand j'ai lu ton bouquin, je me dis, mais en fin de compte, elle a raison, Héloïse. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'argent de la Société Générale ? Et moi, j'ai eu un doute sur la provenance des fonds. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça ? Voilà, c'est que, donc, avec tout ce qu'on a expliqué dans la première partie concernant l'affaire Swift et la tuyauterie, on va dire, du système bancaire et financier dans son aspect physique et réel,
on se pose la question de savoir, on entend tout le temps en France qu'on ne sait pas où va l'argent, on ne sait pas comment est-ce qu'il est distribué, on ne sait pas à qui on doit de l'argent concernant la dette, etc. Donc là, le discours devient inaudible. C'est absurde, quand on a connaissance de ça, de croire à ces inepties, en fait. Mais franchement, les gens, en te lisant, ils vont découvrir, mais... j'aime pas l'expression « on vous a menti jusqu'à maintenant ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous a pas tout dit. Mais en commençant par ton livre, on va peut-être commencer à demander des comptes un peu à tout le monde, là, parce que les cotisations françaises ou des dépôts bancaires ou les avantages sociaux des Français sont volés par des banques étrangères, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui étaient au courant. Et moi, il y a un volet que j'ai eu à découvrir grâce à toi. C'est assez hallucinant et en même temps fascinant. Oui, en tout cas, moi j'ai mené l'enquête concernant soit la sécurité sociale ou la dette de l'État, mais c'est vrai que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce qui m'a conduit à écrire l'affaire Swift, c'était le cas de Jérôme Kerviel et de la Société Générale. Parce qu'encore une fois, on nous a dit que c'était totalement un phénomène inattendu, que c'était quelqu'un dans la banque qui était parti en live en quelque sorte. Et que... Donc pour rappel quand même ce qu'était que l'affaire Kerviel et la Société Générale, pour les personnes qui auraient oublié ou qui ne sont pas au courant, c'était un trader de la banque Société Générale qui avait placé 50 milliards d'euros sur les marchés financiers. Et la banque s'en serait rendu compte. Enfin, c'est d'abord la commission des bourses allemandes qui s'en est rendu compte. On peut se poser quand même aussi des questions là-dessus. C'est pas la France qui tire la sonnette d'alarme en premier. Tout à fait, oui. Ils s'en sont rendus compte parce qu'on leur a dit. Voilà, c'est un peu triste de découvrir. On est toujours dans le G7. Enfin, vas-y. Et donc mince, ma banque de peau, on a 50 milliards d'expositions. Et en débouclant les positions. Alors par contre, il y a eu un documentaire qui est sorti récemment sur l'affaire Kerviel qui est pas mal fait, même si... bon, évidemment, on ne va pas trop dans le fond du sujet, mais on voit le trader qui a donc débouclé ses positions, parce que finalement, la banque a dit qu'elle avait eu à peu près 5 milliards d'euros de pertes, après avoir débouclé ses positions, et que lui a été viré, et puis toute la procédure qui a suivi. Et on voit justement la personne qui a débouclé ses positions, qui était seule dans son témoignage, dans une salle de marché, en train de passer les ordres, parce qu'on lui disait au bout du fil, fais ça, au fur et à mesure pour liquider. Il dit lui-même qu'il ne savait pas, en fait, ce qu'il était en train de faire. Il ne savait pas pour qui. C'est fou. Il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Il ne savait pas si c'était pour le compte de la banque. Donc, en fait, on ne sait pas. Par contre, l'ordinateur sait. C'est ce que j'ai compris, en fait, dans cette enquête. Et j'avais déjà abordé le problème de Swift un peu dans Kleptocratie, parce qu'évidemment, il y a un historique des données bancaires qui est conservé. Est-ce qu'il savait? Ça, c'est le grand débat. C'est le débat. Moi, je sais que... Ça fait partie des pouvoirs du magistrat, instructeur. Tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est que il y avait eu un précédent d'un trader qui s'était suicidé quelques mois avant l'affaire Kerviel, la révélation de l'affaire Kerviel, il y a eu une enquête en interne par le comité d'hygiène et de sécurité pour savoir si c'était un problème qui était lié uniquement à la personnalité du salarié qui s'est suicidé, ou si s'est suicidé en raison d'une politique d'entreprise et que ça pouvait toucher d'autres personnes, etc. Et il s'est avéré, donc, dans le rapport, donc il travaillait un peu dans l'équipe de Kerviel, effectivement ils étaient au courant que ça pouvait se reproduire. Donc il y a la manière dont ils racontent les histoires dans les médias, etc. Et puis il y a ce qui se passe en réalité. Ce qui est certain, c'est que l'ordinateur, lui, a l'information. Voilà. Parce que c'est l'ordinateur dans le système qui opère. Donc c'est le lien, comme tu me demandais, avec l'affaire Swift. Avec l'affaire Swift, c'est encore... Parce que ce qui s'est passé justement, c'est qu'après, ces deux banques américaines qui ont investi le capital de la Société Générale, JP Morgan et Morgan Stanley, qui ont investi massivement le capital de la Société Générale, et finalement, ça s'est réglé un peu comme ça, quoi. Le patron de JP Morgan, Blankfein, qui disait... je ne fais que le travail de Dieu sur terre. Tout le monde reconnaîtra qu'il a toujours été quelqu'un de très modeste. L'humilité. On parlait des génies tout à l'heure. sur le dos des Français, pour le coup. Oui, parce que je ne devrais pas le dire, mais je le dis. C'est assez fou ce que tu racontes, parce qu'à l'époque, j'avais écrit pas mal d'ouvrages sur la crise financière de 2008 à 2013, au moins 5 livres. Et j'avais fait une note pour... un des avocats de Jérôme Kerviel, qui a mis fin à ses jours, Maître Metzner, pardon.
Et tu es assez redoutable, hein. Je le reconnais que tu arrives à des conclusions par tes recherches. J'invite nos journalistes dits économiques, dits police, dits justice, de commencer à faire le travail parce que là, franchement... Ce que je dis dérange beaucoup de monde. Ah bah oui, je pense que c'est pas... Alors, je m'explique. On est dans une culture malheureuse qui fait du journalisme spectacle et qui n'est plus dans le journalisme d'investigation. En réalité, ce que tu fais, et tu le fais de manière brillante, c'est un travail d'enquête que devrait mener toute personne attachée à la charte des médias, la charte de Munich de 1973 en l'occurrence, 71, 73. Aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable. Je me dis, on nous envoie sans arrêt dans des voies de garage. Moi, j'ai lu 2 livres là, mais d'abord, il y a des choses que je savais, mais par le fait d'un domaine qui est plus le domaine du secret, hors secret défense. Et tu arrives quand même à des conclusions complètement redoutables. Alors, je peux comprendre qu'on ne t'invite pas. En tout cas, moi, pour ma part, je fais à mon niveau. Et merci encore une fois Nexus. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce média 100% libre et qui a 0% publicité. C'est pas pour rien que j'ai accepté de travailler avec Nexus. Et je remercie encore une fois toute l'équipe de Nexus de me laisser cette liberté, car j'insiste, ce n'est pas mon émission, c'est l'émission de mes invités. Et là, franchement, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous prenez toute la mesure de la chance qu'on a d'abord, en plus, ils sont publiés, donc vous pouvez acquérir toute cette connaissance. Donc, je rappelle l'affaire Swift aux éditions de la Dame Blanche. On mettra bien sûr en lien le site internet, vous pouvez le trouver sur Amazon. Et puis l'autre ouvrage, Kleptocratie française, donc il est peut-être question d'une réédition. Je ne veux pas trop donner de confidence, que vous pouvez aussi vous procurer via le site internet de Héloïse Benamou. Franchement, Héloïse, moi je te dis, mais vraiment merci 1000 fois. Et alors là, je lance à tout le monde. Moi, je suis jaloux de personne, hein, vous savez, l'ego, voilà, moi je suis dans la quête de la justice et pas du pouvoir. Donc alors, Blast, TV Liberté, tu as déjà invité, je salue mes amis de TV Liberté et je les remercie d'avoir eu la gentillesse de t'inviter. On mettra en lien, hein, parce qu'on est jaloux de personne chez Nexus, on aime ceux qui promeuvent les belles personnes et l'éveil des consciences. Donc, Office Investigation, Blatz, Putsch, Média Libre, QG Média, Le Média, voilà, profitez-en, Héloïse Benamou. Voilà, poursuivez cette quête à vouloir faire connaître aux Français l'essentiel. Parce que c'est insupportable, quand j'entends certains parmi vous, traiter les Français de moutons et de noms d'oiseaux de toutes sortes. Les Français sont 1000 fois méritants, 1000 fois des gens ô combien méritants. Et je leur dis à nouveau tout l'amour que j'ai pour ce peuple de France. Parce que, voilà, quoi, je veux dire, la connaissance, les gens, ils ont leur vie de tous les jours. On est chacun des icebergs, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, sous l'eau. Et il faut faire connaître des gens brillants comme Héloïse Benamou et des livres vraiment... et là, vraiment, tu es au-dessus de la mêlée. Hein. Quand j'entends, moi, les blablas là, de tous les jours, là, ouais, mais c'est grave, le Covid. Il y a des... Attendez... on va pas tous s'introniser comme des champions de la crise sanitaire. Il y a des cadors. Il y a M. Perron, professeur Perron, le professeur Raoult, Henrion Claude et tant d'autres que j'oublie de citer, Sylvie Coton, enfin, des gens qui ont... Éric Loridan, Denis Agret, des gens mais exceptionnels. Voilà, ils ont pour la plupart d'entre eux publié des ouvrages. Donc, il faut à un moment être dans une dynamique de ce qui se passe au niveau mondial. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est les enjeux du pouvoir mondial que nous évoquons aujourd'hui. Alors, on va revenir à cette deuxième partie parce que moi, il y a un truc qui m'interpelle quand j'ai lu Kleptocratie française. Alors qu'il se lit vraiment, c'est passionnant, c'est excessivement sourcé, enfin excessivement, très bien sourcé. Voici ma question.
est-ce qu'à l'émergence d'un renseignement financier français? Parce que moi quand je lis ça, je me pose vraiment la question, et s'il existe, quels sont ses objectifs? Oui, on peut se poser la question de savoir ce que fait la France face à ça. C'est-à-dire que ça commence à émerger, mais on aura compris par rapport à tout ce qui a été exposé dans la première partie que la France n'a pas la force de frappe de l'Empire américain, que ce soit sur la monnaie, parce qu'on est totalement passé à côté de la puissance qu'aurait pu avoir l'euro et qui finalement était un échec. Donc, en rapport de l'euro avec le dollar dans le commerce international, on n'est pas en mesure de rivaliser. Concernant Internet, on est complètement soumis. Et bien que Swift soit en Belgique, c'est plus compliqué pour nous d'avoir accès aux données. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Que les Américains. J'ai pensé, c'est marrant que tu en parles, parce que quand je dis... Donc c'est le fiasco total, c'est l'échec de la... Waterloo. L'Europe avait tout, et la France était largement leader dans tous ces domaines. Et en fait... c'est un flop total. C'est que les Américains, pour le coup, on peut leur reconnaître quand même d'être assez visionnaires et audacieux dans leur politique, de faire ce qu'aucun autre pays n'a fait. Mais... Ça se posait la question s'ils n'ont pas acheté nos politiques. Moi, je me suis posé la question, mais j'ai le droit de me poser comme ça. Voilà. Mais, non, parce que quand on a tout et qu'on se démunit à ce point, et qu'après, il faut leur autoriser. Voilà, c'est l'auto-sabotage, merci. Et qu'après, on va demander à ceux qui nous ont pris de nous donner des miettes et de nous aider. Enfin, il y a de quoi se tirer une balle dans la tête, quoi. Oui. Tout à fait, oui. Mais alors justement... pour finir juste sur les objectifs, sur le renseignement financier et dans la dynamique justement globale et l'environnement international, donc je voudrais dire qu'on l'a vu avec les événements au niveau national de ces derniers mois, on va avoir à faire face à une situation des finances publiques absolument catastrophique. Pire que ce qu'on aurait tous pu imaginer, surtout depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Juste avant que tu développes ça, parce que je pense que les gens... Est-ce que tu peux quand même faire le lien entre le renseignement financier américain et ce qui se passe actuellement en France? Voilà, donc ça s'organise un petit peu de la même manière, dans le sens où ça va relever pas du département du Trésor, parce que c'est pas le cas en France, c'est le Trésor français. Avec la cellule Tracfin et puis le procureur de la République. Donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en place, mais comme je disais, ils n'ont pas la force de frappe des États-Unis. Il y a un parquet financier en France. Voilà, donc l'objectif affiché, c'est de lutter contre le terrorisme, comme ça a été le cas aux États-Unis, lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Voilà. Donc c'est le prétexte qui permet d'instaurer le système de surveillance et de contrôle des données, etc. Parce que c'est bien de ça dont on est en train de parler. Mais je fais le lien avec la situation catastrophique des finances publiques. Parce que je sais que les Français sont très préoccupés par la possibilité qu'on puisse geler leurs avoirs pour rembourser la dette, etc. Et je voudrais dire que, d'ailleurs, j'ai participé à une réunion cette semaine sur ce sujet de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent qui a été organisée dans le cadre du renseignement financier. Et le dernier intervenant était Pierre Moscovici, qui a commencé clairement son discours en disant qu'on avait affaire à une montagne de dettes colossale. D'ailleurs, il y a aussi ce problème de transfert de responsabilité, parce que ce sont les élus qui nous ont conduits dans cette situation-là, mais finalement, ce sont toujours aux Français de payer. Ouais. Donc ça aussi, c'est absolument insupportable. Et c'est ce qu'il faut... Ils payent beaucoup, les Français. C'est pratiquement les plus taxés du monde. Oui, tout à fait, oui. Ils payent déjà beaucoup, les Français. Énormément, mais ça ne va pas s'arrêter, parce que de toute façon, à part taxer, on n'a pas affaire à des gouvernements réformateurs ou à des forces de proposition, même dans l'opposition. Oui, ils demandent de travailler jusqu'à 70 ans ou de travailler gratuitement pour ceux qui n'ont déjà pas. Donc ça revient à taxer. Enfin, taxer. Donc les Français vont se faire taxer, et comme il y a de plus en plus de gens qui, pour éviter d'être taxés, vont dissimuler des recettes ou ne plus vouloir déclarer leurs revenus, etc. Ou partir à l'étranger, il y en a déjà beaucoup. Ou partir à l'étranger, mais en tout cas pour ceux qui seront coincés dans cet enfer fiscal et social aussi. Ouais. Parce que les charges de sécurité sociale aussi sont très élevées. Eh bien on peut s'attendre à ce que le renseignement financier se retourne dans ce cas de figure et que des avoirs soient gelés pour faire face à la charge de la dette. C'est quand même incroyable que tu évoques le nom de Moscovici qui vient évoquer ce sujet, alors que si mes souvenirs sont bons, quand bien même il avait été sous le mandat de Jospin, ministre délégué chargé des affaires européennes dans le gouvernement, et je rappelle surtout, et c'est le point le plus important,
que je trouve quand même assez surprenant, parce que je crois qu'en 2017, il était commissaire européen aux affaires économiques, monétaires et fiscales. Donc, à se demander si il ne s'interroge pas sur son bilan, ce monsieur. Hein. Mais la question qui se pose, c'est aussi... parce que là, les Français, pour le coup, qui nous écoutent, sont quand même relativement inquiets. Parce il y a de quoi. Il y a de quoi être très inquiet. Très inquiet, parce que inquiet, là, moi, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais comment on va aborder l'émission? Et là, vous comprenez pourquoi j'ai voulu aller sur ton dernier livre, l'affaire Swift, parce que kleptocratie. Mais c'est vrai que les Français, il y a une situation de l'endettement en France qui oblige à faire évoluer le système, certes, mais on voit que le choix politique et juridique, c'est de faire de la surveillance et de la répression. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. On voit que le rôle du renseignement financier, tu en parles très bien dans cette histoire, c'est d'être encore dans cette logique de lutte contre le terrorisme et de blanchiment. Mais et Nexus a fait de remarquables numéros là-dessus, sur une diminution des libertés individuelles. Oui, on peut tout à fait comprendre qui s'accentuait. Mais c'est là où je voulais en venir. C'est que les Français craignent, suite à ce qu'a dit Moscovici, et à la rigueur, j'ai presque envie de dire, c'est tout à son honneur d'avoir dit dans une sorte de déclaration publique, dans une réunion, que l'endettement était colossal. Alors il y a une question que tous les Français se posent aujourd'hui. Tous les Français. Donc tu auras la lourde charge d'y répondre. C'est le rôle confortable qui est le mien. Je reconnais parfois dans ces émissions. Les Français craignent un ami ou 50-50 ou... Voilà, non, là, il ne faut pas être binaire. Hein. Donc, les Français craignent que leur épargne soit ponctionnée pour renflouer la dette. C'est une vraie question. Est-ce que, d'après toi, Héloïse, ça pourrait rapidement se concrétiser? Les Français t'écoutent. C'est pas drôle du tout, parce que ma réponse est assez claire sur ça. Quand on voit comment il y a des dérives concernant l'exploitation de données privées, si on peut comprendre au départ l'objectif sécuritaire, comme ça a été le cas aux États-Unis, de vouloir assurer la sécurité nationale pour lutter contre le terrorisme, les narcotrafiquants, on voit que dans les médias, il y a cette montée contre les narcotrafics, pour justifier tout ça en même temps. J'invite d'ailleurs M. Retailleau, qui en a fait sa priorité. Il lui suffit d'acheter un hors-série de Courrier International pour qu'il ait à voir les cheminements de la drogue, puisque apparemment il se pose la question de porter à la France connaissance de tout ça. C'est déjà publié. Hein. Donc, monsieur le ministre de l'Intérieur, faites un effort, parce qu'il y a quand même des gens qui étudient, il y a quand même des journalistes qui font leur travail. Donc, revenons à nos moutons. La question est la suivante. Est-ce que les Français qui craignent pour leur épargne, est-ce que cette épargne va être ponctionnée pour renflouer la dette? Nous t'écoutons. Je crois qu'à terme, c'est fatalement ce qui risque d'arriver. Et qu'en tout cas, ce que les Français doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, c'est faisable, oui. C'est faisable. C'est faisable. Contrairement à tout ce qui nous est raconté dans les médias, et d'ailleurs, ce qui nous est en réalité pas dit, c'est qu'en réalité, c'est déjà faisable. C'est faisable. La procureure qui était là, par exemple, à la réunion, c'était pas le sujet, parce qu'il parlait bien sûr. De choses autres, mais elle expliquait que les avoirs qui ont été confisqués jusqu'à aujourd'hui, personne n'était venu pour les réclamer. Mais c'est très pertinent, cette déclaration de la procureure de Paris, Laure Bachou, enfin je ne veux pas écorcher son nom, mais effectivement, elle est d'une grande intégrité, d'une grande honnêteté. Ce que je ne pourrais pas dire d'autres procureurs, mais encore une fois, un clin d'œil à certains qui confondent leurs idéologies et le code de déontologie. Mais en tout cas, elle, pour le coup, elle est vraiment motivée dans cette lutte. Et c'est vrai que c'est très pertinent ce qu'elle avoue, parce qu'en fin de compte, effectivement, cet argent gelé, s'ils ne viennent pas le récupérer... Qu'est-ce qu'il devient ? Comment est-ce qu'il est affecté? Après, ça sera de manière arbitraire, comme le font les Américains. Ils peuvent geler des avoirs, par exemple, iraniens ou russes. Ils ont gelé des avoirs russes pour le donner aux Ukrainiens. Ou iraniens pour donner à des victimes de terrorisme. Alors, ça, effectivement, concernant les victimes, d'ailleurs, c'est un des chevals de bataille de Stéphanie Gibault pour aider Latifa Ben Ziaten
afin que les défauts, mais apparemment Emmanuel Macron ni François Hollande, deux présidents successifs français ont refusé de lui répondre. Et donc, ça se demandait s'ils veulent vraiment lutter contre le terrorisme, parce que moi, je me pose la question. C'est ça, mais il y a autre chose. C'est pour ça que ce qu'on fait avec des personnes comme Stéphanie Gibaud aussi, c'est assez dangereux. Que même en tapant, par exemple, sur Swift, comme ça, il y a d'autres personnes qui vont se sentir concernées, menacées. On ne sait jamais tout ce qu'il y a autour, on ne sait jamais tout ce qu'il y a derrière. Exactement. Mais néanmoins, il y a 40 000 fraudeurs. Hein. Donc, dans ces fraudeurs, il y a, ils sont pouvoir, il y a des anciens ministres des Finances, mais il y a aussi des personnes qui peuvent être très dangereuses. Il y a des gens des services, moi je le dis, ceux qui s'en sont pris à Stéphanie et qui ont tenté d'empoisonner son chien en l'occurrence. C'est horrible, voilà. Mais en même temps, on est obligé de commencer... Cruciale. Mais pourquoi justement? C'est ça qui est très intéressant. C'est là où je vois la limite de notre justice. Alors qu'on a la chance d'avoir une procureure de Paris qui pour le coup, est dans une exigence éthique à vouloir rendre aux Français ce qui leur est dû, parce que c'est quand même l'argent du blanchiment, du terrorisme, de la fraude. La fraude fiscale, on pourrait y revenir, parce que Bercy se garde bien pour l'instant de donner les 40 000 noms des 40 000 fraudeurs que le tribunal fédéral suisse a obligé UBS à donner à Bercy. Voilà, c'est une question d'orientation politique. C'est incroyable. C'est-à-dire que l'information est disponible, mais c'est une question d'orientation politique et qui est visé. Et comme souvent, je crois que ce sera les Français du quotidien, comme toi, comme moi, comme les chefs d'entreprise, qui vont être... en plus de ça, quand j'ai lu Kleptocratie, la plupart des victimes, c'est les petits patrons, c'est les petites PME, tout y va, le RSI en l'occurrence. Si je peux dire un mot là-dessus, moi je suis... le RSI, c'est un véritable scandale d'État. C'est incroyable. J'invite tous les petites et moyennes entreprises, les patrons des petites et moyennes entreprises, à acheter cet ouvrage, parce que là, franchement, ils vont témoigner. Est-ce que tu peux dire un mot sur le RSI avant qu'on en arrive à la conclusion, justement ? Le RSI, c'était une entreprise, une organisation privée finalement qui plaçait l'argent sur les marchés financiers des cotisants. C'est qu'il y a beaucoup d'organismes de sécurité sociale, contrairement à ce qu'on pense, qui ne sont pas... Tout le monde pensait que c'était public. Non, pas nécessairement. Les URSSAF sont privés aussi, par exemple. Dis donc, il y a plein de gens qui rêvent encore. Tout à fait, oui. Il y a un très mauvais mélange des genres dans la sécurité sociale. Exactement. Et surtout, ce qui pour moi est assez grave, c'est cet endettement concernant particulièrement la sécurité sociale et la caisse d'amortissement de la dette sociale qui sert un peu de zone tampon entre la finance internationale et l'État, et que finalement, ce qui était l'essence même de la sécurité sociale et ce pourquoi les Français payent cher pour avoir un système qui serait censé être performant, finalement est capté par la finance internationale. Et en plus de ça, c'est les requins de Wall Street, pour le coup. Là. C'est quand je vois où ça va, mais tu te rends compte. Et en plus de ça, tu rappelles que le même problème se pose aussi en Belgique. Concernant oui, c'est là où j'avais commencé à parler de Swift aussi, mais en fait, toutes ces informations sont parfaitement traçables, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est simplement une question d'orientation politique, et c'est pour ça que moi j'ai pris le temps d'écrire ces deux ouvrages, parce que je crois qu'il faut diffuser ça au sein de la société, que ça se diffuse beaucoup, même en parler autour de soi. Je fais tout pour, avec Nexus. Je te remercie énormément, parce qu'on ne va pas me donner beaucoup la parole, ça j'en suis bien consciente. Et je te remercie de pouvoir me permettre de présenter mon travail. En tout cas, tu l'as eu la parole ici. Franchement, mais moi j'avoue que quand ce livre m'est tombé des mains, l'autre il est passionnant. L'affaire Swift est passionnante parce que vous avez les véritables enjeux du pouvoir mondial. Arrêtez de suivre certains qui noient le poisson, en vous emmenant sur des faux débats, des fausses pistes. Là, il y a l'essentiel. Encore une fois, je le répète, l'espionnage économique, la maîtrise des technologies informatiques, la souveraineté des États. Vous êtes beaucoup en parler, mais bizarrement, il serait temps que vous invitiez Loïs Benamou au moins à parler de cet ouvrage, ou au moins inviter les Français à se le procurer. Et puis à la rigueur, si votre ego est tellement surdimensionné, mettez-vous à écrire un livre équivalent. Je serai le premier à vous inviter. Et puis les libertés individuelles. Mais alors moi, quand j'ai lu ce livre, par contre, ce qui m'a fasciné, alors là, pour le coup, je pense qu'on fera une autre émission exclusivement sur ce bouquin. Avec grand plaisir. Et puis, je me demande si on ne va pas faire dans un des prochains magazines Nexus, là c'est en bouclage pour le prochain, mais au moins pour
pour les plus patients, donc ça sera mai-juin, le numéro de mai-juin. Je pense qu'il est impératif qu'on donne encore davantage la parole, ma chère Héloïse. Merci beaucoup. Et que tu as à nous faire connaître justement les liens que tu as tissés entre ces deux ouvrages. Parce que là, quand j'ai découvert que on était complètement soumis à la logique de banque financière, mais enfin, les loups de Wall Street, quoi, voilà. je veux dire, les plus durs, hein, qui sont mêlés d'ailleurs au domaine du crime. Et moi, ce que j'ai trouvé quand même assez incroyable, moi je vais envoyer ce livre à la procureure de la République de Paris, parce que pour le coup, je l'apprécie, elle. Voilà, d'autres procureurs, surtout les procureurs anti-radicalisation, je ne peux pas en dire autant. Mais là, j'avoue franchement qu'il n'est pas normal que tout ça échappe à la justice, parce que ça reste l'argent des Français. Alors les gens, ils en sont encore aux 30 glorieuses, tu vois, quand tu leur parles de la sécurité sociale. On en est loin. Ouais, on en est très loin. Mais merci à toi, parce que ce travail est fabuleux. Merci à toi, Morad, de m'avoir invité. Et alors, pour conclusion... Et merci aux spectateurs. Enfin, spectateurs, auditeurs. Auditeur. Parce que, sauf si tes livres, pourquoi pas une série télévisée, hein, je veux dire, pourquoi après tout. Et là, ils deviendraient des spectateurs. C'est un vrai film d'espionnage, celui-là. Je veux dire, à un moment, tu te dis, mais ouf, c'est pas où va mon argent, quoi. Où va mon identité, quoi. Les deux vont avec. Hein. Ouais. Alors, pour finir, justement, il nous reste 2 minutes. Ça peut être plus, mais j'ai envie que ça soit des émissions qui fassent à peu près 90 minutes. Est-ce que tu peux finir en expliquant, parce que moi c'est un peu ma conclusion, moi. Est-ce que tu peux nous expliquer toutes ces révélations qui prouvent que les informations bancaires et financières sont accessibles en réalité? Les gens, il n'y a pas le sceau du secret. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire quand on rentre et qu'on rencontre le guichetier à la banque. Mais en conclusion, tu dis quelque chose de très juste. Tu dis qu'en réalité, tout ça, ça dépend de l'usage. Est-ce que l'usage de tout ça va profiter aux citoyens ou pas? Est-ce qu'on va s'en saisir? En fin de compte, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, mais à quoi servent tous ces partis politiques? Parce que si on avait vraiment à penser à la souveraineté des Français, il faudrait réfléchir à l'usage qui est fait des données des Français. Et on voit que là, c'est carrément criminel et que la justice, ou elle n'a pas les moyens, ou elle regarde ailleurs. Mais est-ce que tu peux nous dire en conclusion, ma chère Héloïse, est-ce que tu vois une issue et comment cette issue? Est-ce qu'on peut rester optimiste par rapport à cette volonté? Bon, concernant les données, c'est vrai qu'elles ne sont pas privées comme on l'a vu depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas la Chine qui a mis la main sur SWIFT ou la Russie qui était en mesure de le faire. Donc le problème de ce point de vue-là, en tout cas, vient beaucoup essentiellement des États-Unis. Et c'est vrai, comme tu dis, dans le débat actuel ambiant, le fait de promouvoir de manière inconsidérée Trump et... C'est un héros international, hein? Bah oui, il y a peut-être quelque chose, il y a même quelque chose d'un peu mystique, Il nous a dit qu'il était lui aussi presque envoyé par Dieu. Du moins sauvé par Dieu. Donc il faut remettre un peu l'église au centre du village. Et ce qui doit préoccuper les Français aujourd'hui, c'est la situation de la France et l'avenir que les Français peuvent espérer, parce qu'aujourd'hui ils ont été beaucoup trahis, ils sont beaucoup... désintéressés de la politique. Tous les sondages le prouvent, et même des médias mainstream. Oui, tout à fait. Il y a un désintérêt, et aussi il y a un manque de repères, justement, dans ce monde où les Français ont envie de savoir des choses, mais on ne leur donne pas les clés pour être outillés à se défendre dans un tel système. Donc c'est en plus très frustrant. Et donc, pour ma part, je donne des pistes de réponse dans l'affaire SWIFT, notamment concernant ce qui pourrait arriver, parce qu'évidemment, personne ne souhaite l'affrontement mondial. Ni sur un plan économique, ni sur un plan militaire. Comment ? Au contraire, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir l'éviter. Ça commence d'abord par se renseigner. Et puis, je pense qu'après, il y a des personnes très sérieuses qui ne passent pas dans les médias ou quoi que ce soit, mais qui travaillent sur ces questions. Comme tu me l'as dit, toi-même, tu as pu aller en Russie. Oui. Ce qu'on peut regretter, c'est que la France n'ait pas ce sursaut, ce réveil, alors qu'on a quand même un génie en France qui est à l'origine de la plus grande révolution concernant les réseaux, et peut-être depuis très longtemps. Ce qu'il a apporté à l'humanité est absolument incroyable. Il a révolutionné, il a changé le cours de l'humanité.
il promeut de nouveaux réseaux et en fait, il ne trouve pas d'écho en France. Donc est-ce qu'on peut l'inviter avec toi? Je dois aller le rencontrer normalement prochainement. Donc Eh ben, voilà, l'invitation de Nexus est lancée. Je serais ravi de vous recevoir tous les deux, parce que effectivement, c'est un homme qui, ô combien, mérite. C'est même plus la Légion d'honneur là. Parce que quand je t'ai lu, par exemple, ce qui est quand même incroyable, c'est que tu avais parlé de l'exclusion de l'Iran, mais il y a aussi l'exclusion d'un pays qui compte à peine 511 habitants, qui est le Vatican. Oui. Parce qu'il va créer un réseau personnel, même les Américains. Alors, non, quoi, comment ça? Oui, mais le Vatican a été exclu de SWIFT. Hein. Ouais, en 2013. Tout à fait. Et tu le rappelles très bien dans ton livre. C'est que les gens qui nous entendent. Il y a plein d'anecdotes pour les personnes qui veulent se renseigner sur ces sujets-là. Et tu en parles à un moment où, juste avant, tu parles qu'il y a 10 000 milliards par jour de transactions via les câbles sous-marins. Tout à fait. En dollars. Les gens ne se rendent pas compte de l'échelle de cette puissance en réel. Voilà. Et le pouvoir de l'impérialisme américain en découle, en fait. Il est aussi important. Donc, effectivement, même le Vatican n'a pas, c'est incroyable, n'a pas échappé aux foudres de Washington. C'est ça qui est fascinant, c'est que les gens pensent qu'ils s'en prennent qu'à des gros comme la Chine ou à la Russie. Mais les gars, Vatican, c'est 511 habitants, je tiens à le rappeler à nos auditeurs. Voilà. Mais moi, qui est quand même en avance sur ces questions de réseau. Le RINA, avec le réseau RINA, que tu expliques très bien. C'est fascinant. Non, mais quand on lit ton livre... on a l'impression de devenir un peu plus intelligent déjà. Tant mieux, j'en suis ravie. Mais ça ouvre de nouvelles pistes de réflexion. Et puis, il faut réussir à penser de manière pragmatique aujourd'hui, parce que autrement, je pense que les temps qui s'annoncent vont être assez sombres pour les Français. Pour les Français, ça va être compliqué, j'ai envie de dire aussi pour l'Europe, parce que tu l'expliques très bien justement comment les Américains vont... Alors, on a limite de dire le mot détruire, hein, parce qu'en réalité, on se demande... C'est un anéantissement économique. C'est véritable, pour mettre la main sur à peu près les 400 millions de consommateurs. Et en plus, comme c'est parti, ils ont une facilité à pouvoir le faire qui est déconcertante. En tout cas, pour conclure, et franchement, je pense que... besoin d'être convaincu, quoi. Là, il faut vraiment... c'est une œuvre de salut public, hein. Franchement, celui qui n'a pas ces 2 bouquins dans sa bibliothèque et qui m'invite chez lui, je sors. C'est simple, ok? En tout cas, cette émission est là pour promouvoir des talents, des belles personnes. Vous avez eu à connaître aujourd'hui Héloïse Benamou. Moi, vous savez, je suis au-dessus de toute considération dans ma motivation à inviter les gens. Là, j'ai presque envie de dire... le seul critère, c'est l'œuvre utile. Mon ami Albert Jacquard me disait un jour, pour être utile, il faut être utilisé. Alors j'espère que j'ai été utilisé à bon escient ce jour. En tout cas, j'ai eu plaisir à être utilisé pour faire connaître tes 2 livres, ton talent. J'espère qu'il va durer. En tout cas, et il durera que si on a à te faire connaître aussi. Et on va te faire connaître. En tout cas, on va s'y appliquer. Et puis... merci. Merci à vous les auditeurs. Je vous remercie pour vos suivis, pour votre gentillesse, pour votre amabilité. Mon Dieu, combien vous êtes à l'image de cette France. Cette émission, encore une fois, l'Instant M, est pour vous, parce qu'elle consiste à faire connaître des belles personnes. Donc je te laisse le mot de la fin, ma chère Héloïse. C'est ton émission après tout, hein. On a évoqué beaucoup de choses. Moi, je tiens énormément à te remercier parce que c'est normal. Tu as été très réactif pour qu'on puisse avoir cet échange qui, je crois, servira beaucoup aux personnes qui auront regardé la vidéo, qui pourront en parler autour d'eux, qui vont peut-être avoir un regard différent sur l'actualité, sur les enjeux de l'époque. Ce sont des sujets clés pour comprendre ce qui va arriver à l'avenir, et rien que pour ça, je te dis un grand merci, et merci à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Je ne suis pas allergique aux personnes intelligentes, ça va. Merci à toi. Allez, au plaisir, l'Instant M.